Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce qui va être une vidéo très particulière. Aujourd'hui, vous allez pouvoir découvrir un résumé complet de l'intégralité des 4 saisons de la série animée DanMachi. Oui, j'avais envie de faire cette vidéo par pure passion, déjà parce que je suis de un gros fanatique de la licence, lisant les romans chez nous en France, mais aussi parce que vous le savez tous et toutes, la saison 5 est prévue pour le mois d'octobre. Donc je me suis dit, à la fois pour vous comme pour moi, il serait sympa de faire un gros résumé de tous les événements, de toute l'histoire, avec images, bien sûr, hein, voilà, copyright oblige, on fait ce qu'on peut, mais asseyez-vous bien, allongez-vous bien, profitez tendrement de cette vidéo qui va être très longue, je ne sais pas combien de temps elle va durer, mais ça va être un vrai plaisir à suivre. Je vais essayer de vous conter ça de la manière la plus agréable possible pour que ce récit soit le plus complet possible et que vous vous rappeliez également de tous les événements qui sont arrivés du début jusqu'à la fin pour être à jour sur la saison 5. J'espère que vous êtes prêts et on est parti pour ce récit incroyable. DanMachi nous conte l'histoire de Dieu, ayant décidé de descendre sur Terre après s'être longtemps lassés de leur vie éternelle. Ils décidèrent de venir vivre avec leurs enfants pour toujours dans le monde inférieur, aussi nommé le Gekai, fondant par la même occasion des groupes d'aventuriers, appelés Familia, scellant leur pouvoir divin, devenant des êtres aussi vulnérables que les humains qu'ils aiment tant. Notre récit va se centrer sur le jeune Bel Cranel, un jeune aventurier plein de fougue, bien décidé à rencontrer les filles dans un donjon. Bah quoi, en même temps c'est littéralement le nom de l'œuvre en version originale, hein. En rejoignant la ville d'Orario et son donjon Oratoria plein de monstres. Nous le découvrons en prise avec un monstre bien connu des mythologies grecques, le Minotaure. Le pauvre semble ne rien pouvoir faire, mais une aventurière mystérieuse finit par lui sauver la vie. Il s'agit de la jeune et belle Ise Wallenstein, une aventurière de renom membre de la célèbre Familia de Loki. Il en tomba éperdument amoureux au premier regard, et en sortant du donjon, même si totalement ridiculisé, il va quand même chercher à entrer en contact avec la jeune femme. Et nous apprenons à connaître, à travers la cité d'Orario, tout un tas de personnages, dont la déesse de notre très chère Belle, Estia. Belle est quelqu'un de faible, et moqué depuis cet incident, le poussant à l'extrême et surtout avec un objectif, et bien moins puéril, celui de devenir plus fort afin de rejoindre sa dulcinée. Estia, comprenant l'urgence de la situation, va chercher à lui faire concevoir une arme d'exception, aux dépens d'une énorme somme d'argent par la forgeronne Héphaïstos elle-même. Dans une situation désespérée, Belle finira par se servir de cette nouvelle lame unique, qui progresse en même temps que lui, et lui seul peut s'en servir, la rendant très spéciale. Belle doit se trouver de nouveaux compagnons, car sa progression est fulgurante. Estia le lui cache, et au niveau des réglementations de la guilde, il ne pourra plus continuer seul à partir d'un certain nombre d'étages. Il finit par rencontrer Lily, une porteuse très étrange, et qui semble cacher bien des choses, jusqu'à aller laisser tomber Belle dans un étage plutôt dangereux, et à lui voler tout son équipement, ainsi que sa précieuse dague. Mais Belle n'étant pas rancunier, et ayant des alliés plus que ce qu'il ne croit, accourra à son secours, lui octroyant son amitié implacable pour toujours. Ou presque, malheureusement. Dans l'ombre, une déesse ayant flashé totalement sur Belle et bien décidée à en faire sa propriété, elle vraiment personne n'a confiance en elle, hein, c'est la détraquée de tous les dieux. Prépare des choses pas très glorieuses. Mais du côté de Belle, dans un élan de bonté, Ise décide de lui venir en aide en lui proposant de lui apprendre à se battre correctement. Après un long entraînement et une énième excursion avec Lily, à leur surprise, un nouveau Minotaure s'est à nouveau manifesté, et celui-ci est bien plus dangereux que le précédent. Cependant, Belle ne choisit plus de fuir, mais de faire face à sa peur, devant la stupeur de la Familia de Loki, qui se retrouve bouche bée devant un tel spectacle. Il est l'heure pour Belle de devenir un héros et de commencer son voyage. Après ces moments incroyables, Belle fait la rencontre du forgeron nommé sur ses pièces d'équipement, et par conséquent, un nouveau compagnon, Welf Crozzo. Mais leur moment de détente fut de courte durée, quand un groupe d'aventuriers au même étage qu'eux, dans une situation désespérée et pour s'en sortir vivant, leur déversera une quantité astronomique de monstres, laissant nos amis dans une situation plus que désespérée.
Dès lors, un groupe va être formé, avec notamment les aventuriers responsables de cette situation, notamment la jeune Mikoto Yamato, de la familia de Takemi Kazuchi, ainsi que le dieu Hermès, toujours dans les bons et dans les mauvais coups. Belle et ses compagnons arriveront tant bien que mal, après une décision de ne pas remonter, mais plutôt de descendre, à rejoindre le 18e palier du donjon. Une safe zone où ils pourront se reposer. Et c'est chose faite dans la difficulté, où ils retrouveront notamment la familia de Loki et Aiz par la même occasion. Maintenant que les excuses sont faites, il reste 2 épisodes, donc il reste quoi à raconter? On va visiter l'étage, pardi. On va découvrir avec tristesse l'endroit où sont enterrés ce qu'il reste de la familia de Ryu, et un fragment de son passé, sans trop creuser pour le moment. Dans cet étage, Belle n'est pas forcément le bienvenu. Sa montée de niveau express fait des jaloux, et certains aventuriers sur place vont vouloir en découdre, jusqu'à aller enlever Estia. Après une rouste bien méritée, la dernière galère débarque. Un monstre géant, et ressemblant beaucoup au boss d'étage au-dessus, finit par passer à travers le plafond et tomber dans la safe zone. Celui-ci semble avoir été attiré par la présence des dieux, formellement interdite dans le donjon, pour une question d'équilibre des forces. C'est un combat colossal qui attend nos amis, et c'est durant cette ultime occasion que Belle éveilla un nouveau pouvoir surpuissant, lui octroyant la victoire, mais aussi le respect de tous les aventuriers. Nos amis continuent donc de progresser avec maintenant Mikoto ayant rejoint leur rang de façon temporaire afin d'éponger la dette qu'elle doit à Estia et surtout pour se faire pardonner auprès du groupe de Belle. Un grand banquet se prépare avec tous les dieux invités où nous faisons la connaissance d'Apollon, un dieu avide de beauté et surtout de conflit pour avoir tout ce qu'il désire. Si franchement vous trouvez quelqu'un de plus gai que lui en voyant les regards qu'il jette à Belle, j'aimerais bien que vous me disiez, Sachant que la veille, Belle et nos amis se sont fait agresser et insulter par ses membres, d'un niveau bien supérieur. Apollon profite donc de cette situation pour lui aussi se tenter de vouloir voler Belle aux autres dieux et obtenir des réparations imaginaires à cet affront. Il les provoque donc dans une grande bataille entre leurs 2 familias, le Wargame, un jeu qu'Horario aime particulièrement et dont Apollon est souvent le fer de lance. Ayant refusé cet affrontement ridicule, Belle et Estia se retrouveront harcelés jour et nuit par les soldats d'Apollon, les forçant en définitive à accepter son petit jeu. Vous vous rendez compte? Ils ont même été jusqu'à détruire l'endroit où ils vivaient, à tirer dans la rue sur les gens. Non mais on est où? Y a pas de police ou quoi dans ce monde? Dans une autre partie d'Horario et un peu plus tôt, et ce depuis que Lily a laissé tomber Welf en plan, une autre familia semble vouloir profiter de la situation, la familia de Soma. Un fabricant d'un puissant alcool rendant dépendant tout individu n'y ayant goûté qu'une gorgée. Tandis que les règles du Wargame se décident entre les dieux, un plan se monte pour libérer Lily. Cette dernière, dépendante également de cet alcool, surpassera cette addiction et arrivera à faire entendre raison à son dieu afin d'être définitivement libre et quitter enfin cet enfer, lui qui était totalement déconnecté de ses enfants et ne vivant que pour son alcool. Le Wargame a débuté et tout le monde a eu son rôle à jouer. Ryu, Lily et Mikoto. Quant à Belle, c'est dans une explosion colossale que le final débute. Et c'est avec un peu de chance et un combat digne des plus grands leur rendant la monnaie de leurs pièces que la familia d'Estia en ressort vainqueur et avec toutes les possessions d'Apollon. Après une prise de popularité vite écartée par de multiples dettes engendrées par Estia et leur nouveau chez eux, parce que oui, la dague confectionnée par Héphaïstos n'était pas gratuite, donc forcément Estia va devoir passer très probablement le restant de ses jours à pouvoir la rembourser et surtout rendant la familia d'Estia complètement endettée. La tension semble redescendre, mais c'est sans compter sur de nouvelles manigances dans un endroit malfamé d'Horario, le quartier des plaisirs. Mikoto a cru entendre parler qu'une de ses amies s'y trouverait, sans compter sur les gaffes de Belle qui finira par se perdre dans ce quartier peu recommandable et se retrouvera entre les griffes de femmes affamées. En s'échappant, il fera la rencontre de la femme renarde Haruhime, rêvant de héros et de belles histoires, mais supposée souillée par sa condition de prostituée, à qui il fera la promesse de liberté en souhaitant la racheter. Ishtar, la déesse du désir, en ayant vu Belle, compte bien couper l'herbe sous le pied à sa plus grande rivale Freya et le prendre entre ses griffes, en faisant plier Hermès sous ses charmes.
La mission qui attend Mikoto et Belle pour libérer Haruhime semble plutôt simple sur le papier, accumuler suffisamment d'argent. Mais ce n'est pas au goût d'Ishtar et de la jeune Aisha, protectrice d'Haruhime, qui va capturer Belle pour le compte de sa déesse. Belle est mise devant le fait accompli par Aisha, qu'il n'a pas la moindre volonté de la protéger, alors qu'une cérémonie durant laquelle Haruhime sera sacrifiée approche à grands pas afin d'obtenir un artefact surpuissant qui rendra la familia d'Ishtar inarrêtable. S'infiltrant pour gagner du temps pendant que Mikoto échoue une nouvelle fois pour le sauvetage, Belle portera ses couilles en se mettant au travers de la cérémonie, battant la dégueulasse femme grenouille et Aisha. Quant à Ishtar et le quartier des plaisirs, le petit jeu a assez duré pour Freya, qui a tout mis à feu et à sang, avant de tuer sa comparse par la renvoyant aux cieux. Un nouveau héros est né pour notre jeune renarde, qui rejoint l'aventure et la familia d'Estia. En ce qui concerne les 2 derniers épisodes, il s'agit d'un épilogue traitant de la relation qu'ont les dieux et les humains. Leur perception du temps n'étant pas la même et leur amour pas tout à fait équivalent, Belle ne se rend pas compte que Estia a de véritables sentiments affectueux pour lui, dépassant le cadre de la familia. Estia, dans un excès de rage, finit par s'enfuir et se retrouve malgré elle kidnappée par une familia en guerre avec Orario. Belle ainsi que Asfi et Aiz partiront à sa rescousse. Quant au final, Belle et Aiz se retrouvant dans un village égaré, le temps de reprendre des forces, il finira par comprendre, de par la vie menée par le chef du village, qu'aimer un dieu n'est pas quelque chose qu'il faut repousser. Il vaut mieux ne pas avoir de regrets et accepter leur amour. Une vie humaine est éphémère, il faut donc en prendre soin. La peur de la mort a voulu l'éloigner d'Estia pour ne pas lui faire de mal, mais son amour restera éternel. Jusqu'à maintenant, même si l'anime se veut suffisamment fidèle au roman, n'a pas forcément pris le temps d'adapter certaines choses et surtout de développer correctement la montée de niveau de Belle que j'ai expressément oublié de parler tout au long de ces 2 saisons, mais il est vrai que le fonctionnement du donjon n'est pas suffisamment exploité dans la série animée, on ne comprend pas forcément bien son fonctionnement et il est vrai que cette saison 3 va répondre un tout petit peu plus à ces interrogations. Une jeune fille pas tout à fait commune se faisant poursuivre par des aventuriers finit sauvée par Belle et ramenée au manoir de la familia. Elle sera nommée Winnie et c'est une vouivre capable de parler, un nouveau type de monstre né du donjon. Elle va devoir être cachée par nos amis, le temps de trouver une solution. Mais cela va être de courte durée, quand durant une expédition pour chercher des indices, Winnie sortira seule dans les rues d'Orario, et en tentant de sauver une petite fille, sa condition de monstre sera remarquée par tous les gens, créant une véritable vague de panique. Oui, messieurs, dames, dans le jargon normal, c'est ce qu'on appelle littéralement du racisme. Alors toi, t'as rien compris du tout, hein. 0 sur 20. Comment ça, mon ref? Qu'est-ce que tu racontes? Bah oui, tu parles de racisme, mais en réalité les gens ont plus peur de ces monstres qu'autre chose. Comment tu veux qu'après tant d'années, ces gens acceptent ouvertement des monstres parlants qui sortent du donjon comme ça, même si l'un d'entre eux vient à sauver l'un des leurs? C'est forcément quelque chose de traumatisant. La guilde, même si au courant de tout cela, ne pourra plus céder aux caprices du dieu Uranos, et Winnie devra retourner au donjon. Lui, franchement, il me tue de rire. Le mec, ça fait depuis le début de la série qu'on le voit assis sur son petit trône en pierre, à donner des ordres à tout le monde. Il mène absolument tout Orario à la baguette, puisque c'est pas comme si c'était littéralement le dirigeant de la guilde. Mais je trouve ça dingue quand même. Grâce à une missive et à un emplacement bien précis, le groupe finira par tomber sur des monstres aux abords terrifiants. Mais après un test de puissance, où Belle en ressortira vainqueur, s'avérera être de la même espèce que Winnie, les Xenos. Endroit où la petite vouivre peut enfin vivre aux côtés de ses congénères, même si encore dans la peur. Après une séparation douloureuse, les Xenos accompagnés de Fels, un mage immortel travaillant pour Uranos, le groupe va devoir changer de base et s'enfoncer plus profondément. Mais des chasseurs dirigés par le perfide Dix Perdix de la familia d'Ikelos comptent bien les capturer, quitte à en tuer quelques-uns sur le passage. Après le coup, les Xenos n'ont plus le choix de se montrer au grand jour et de tout détruire par excès de rage envers leurs compagnons capturés. La familia de Ganesha, experte, sera dépêchée sur place et Belle se joindra à l'excursion, bien décidée à obtenir des réponses, quitte à se faire des ennemis.
Dix est en réalité plus qu'un marchand de monstres, mais un héritier du sang maudit de Knossos et du donjon parallèle d'Aidalos. Son pouvoir commencera à rendre fou les Xénos, s'attaquant entre eux, et Belle se retrouvera dans une situation extrême entre arrêter Dix et stopper Winnie dans une folie meurtrière déclenchée par la perte de sa pierre frontale. Belle va devoir faire un choix difficile, qui aura énormément de conséquences sur sa vie d'aventurier et sur la familia tout entière. Il protégera Winnie devant tous les aventuriers prêts à en finir avec le monstre, s'octroyant les foudres et le mépris de tous pour son égoïsme. C'est sans compter sur l'arrivée d'un autre Xénos surpuissant, qui donnera du fil à retordre à la familia de Loki et Aiz, Astérios. Pendant que Belle, après avoir tenté vainement de sauver Winnie, échouera avec la mort de celle-ci. Sauf que Fels le mage en décidera autrement, en se servant d'un sort interdit et qui n'a jamais réussi jusqu'à aujourd'hui, où la petite vouivre sera ramenée à la vie. Belle fait maintenant face à ses responsabilités et est détestée de tous. Même si certains alliés restent de son côté, il n'empêche que les Xénos sont toujours bloqués à la surface et qu'il faut absolument les aider à s'échapper en retournant au donjon par Daedalus. Sauf que la familia de Loki ne l'entend pas de cette oreille et compte bien les tuer un par un. Nos amis vont tout faire pour les repousser, quitte à se prendre leur foudre, et Winnie finira par se perdre et épargnée par Tiona, ce qui permettra à Belle de venir la récupérer, mais aussitôt rattrapée par Aiz, qui n'aura pas eu trop de difficultés à se débarrasser de Ryu. C'est avec une haine viscérale envers les monstres et une empathie pour Belle qu'elle lui demandera de le laisser tomber, mais elle fut tombée sur un mur, bien déterminée. Et c'est un discours de notre petite Winnie qui fera plier la jeune femme, les laissant passer d'un air absolument dépité. Hermès ayant tout planifié aux côtés des Xénos pour régler le souci concernant Belle auprès des habitants d'Orario, leur ordonnera de se déchaîner jusqu'au retour d'Astérios le Minotaure Noir, quitte à se sacrifier. Belle n'aura d'autre choix dans une douleur inexplicable de remplir son rôle d'aventurier, répondant aux provocations du dieu avide de faire de lui le centre du monde et un des plus grands héros. C'est un affrontement dantesque qui attend Belle face à Astérios, le Minotaure que Belle a vaincu autrefois. Et c'est dans un final tonitruant qu'Astérios afflige à Belle une défaite cuisante, dans une séquence tout simplement extraordinaire. Clairement encore aujourd'hui c'est ma séquence préférée de toute la série animée, et surtout animée par un animateur incroyable qu'est Keiichiro Aoki. Belle a maintenant un nouvel objectif, en plus de celui de rejoindre Aiz. Il veut sa vengeance face à Astérios. Et quant aux Xénos, tout est bien qui finit bien. Leur retour dans le donjon se finit sans accroc. Belle est maintenant un aventurier aguerri, ayant passé le niveau 4, et il reçoit une missive particulière de la part de la guilde, qu'ils ne peuvent refuser. Ils vont donc partir en bon comité aux côtés de la familia de Takemi Kazuchi et Miya, ainsi qu'Aisha toujours prête à protéger sa petite Haruhime. Rendez-vous donc dans les grandes chutes, au palier 24 du donjon, afin d'y récolter des matériaux. Cassandre les accompagnant, avec de gros frissons et ayant des visions, sent le danger menacer le groupe, mais n'est malheureusement pas entendu. Au cas où il serait bon de vous rappeler l'utilité de ce personnage, nous l'avions découvert aux côtés de Daphné, qui ont rejoint toutes les deux la familia de Miya après la chute de la familia d'Apollon. Cette dernière est capable d'avoir des visions d'horreur d'ailleurs, qu'elle a essayé maintes et maintes fois de faire entendre, mais personne ne croit jamais à ces visions, sauf que cette fois-ci, dans cette saison 4, ces visions vont s'avérer tout à fait réelles, même si elles l'ont toujours été depuis la familia d'Apollon, mais c'est bien plus grave, et elle va pousser au cul le groupe pour qu'elle se fasse entendre. C'est en arrivant dans ce nouveau lieu hostile, dirigé par Lily, qu'il tombe nez à nez avec un monstre irrégulier, dont il faut à tout prix éviter les projectiles afin de ne pas être infecté, ce qui sera malheureusement le cas de Chigusa. Il faut donc le retrouver à tout prix, ou d'autres aventuriers seront en danger. La situation s'envenime quand le monstre accumule de plus en plus de puissance et d'intelligence, capturant Belle, l'entraînant avec lui jusqu'au 26e palier. Belle tente tant bien que mal de s'en sortir face à ce nouvel environnement, et il fait la rencontre de Marie, une nouvelle Xénos de type naïade, encore inconnue, vivant à cet étage, et qui va le guider jusqu'au groupe. Ces derniers d'ailleurs, continuant d'avancer, se retrouvent dans une situation délicate, en pleine passe-parade de monstres orchestrée par l'irrégulier. C'est à cette occasion que l'on peut admirer la nouvelle magie de Haruhime
pouvant booster non plus une seule personne à la fois, mais tout le groupe entier. Aisha tentera tant bien que mal de tenir tête à l'irrégulier, mais beaucoup trop puissant. Quand Belle, dans un retour triomphant, nous fera la démonstration de ses nouveaux pouvoirs acquis depuis peu, et de sa nouvelle technique signature, Argo Vesta. Technique qu'il nomme évidemment au début de cette saison 4 grâce au nom laissé par Estia, Vesta, qui serait apparemment son véritable nom, va savoir si c'est réel ou non, enfin peut-être avoir lu les romans pour tout comprendre, ce qui est mon cas, mais je n'en ai pas le moindre souvenir. Maintenant il est vrai que j'aurais pu peut-être noter aussi quelque chose au niveau du début de cette saison, il est vrai que la montée de niveau de Belle était pas forcément bien expliquée, parce que oui, au cas où il serait nécessaire aussi de vous le rappeler, Belle est au niveau 4, et ce depuis qu'il a été vaincu par Astérios, chose qui n'a absolument pas été notée, et chacune de ces montées de niveau n'ont été expliquées dans la série animée, ni comment son corps doit s'habituer à utiliser ses nouvelles compétences et à accroître son physique. Et il est vrai que cette saison 4 y a un tout petit peu plus répondu grâce notamment à cet irrégulier et à sa nouvelle technique de l'Argo Vesta. Moment de détente en remontant au 18e palier, où durant ce temps, les dieux décideront du nouveau titre de Belle, Rabbit Foot. Le lendemain, Cassandre, prise à nouveau de vision, voudra rebrousser chemin, tandis que dans la ville, une nouvelle terrible chamboule les aventuriers. L'ouragan, alias Ryu, aurait assassiné plusieurs personnes. Sa tête étant déjà mise à prix sur la liste noire de la guilde, Belle ne veut pas y croire, et compte bien faire la lumière sur cette situation. Cassandre, poussant toujours pour empêcher le groupe d'avancer, réussira à moitié son coup, tandis que Belle finira par retrouver Ryu, qui est bien la responsable de ces accusations. Cependant, cela est bien plus grave que prévu. Étant liée à son passé, elle voudra en finir avec Jura, qui, malgré les appels envers Belle, s'affairera être un véritable enfoiré, capable de dompter les monstres. Dans sa folie, il commettra l'irréparable, comme il y a 5 ans, rappelant un terrible traumatisme pour Ryu. Une entité répugnante est de nouveau apparue dans les entrailles du donjon, en tuant tous les aventuriers sur son passage. Elle est dangereuse, invincible et inarrêtable, tranchant même le bras droit de Belle et lui brisant la nuque, le laissant pour mort. Cependant, Marie, qui était présente dans les eaux, ne peut pas laisser son nouvel ami mourir. Elle le soigne donc avec ses pouvoirs, lui permettant de repartir au combat face à cette bête démoniaque, le Juggernaut. Et malgré un Argo Vesta de toute beauté, cette horreur est immunisée contre la magie. Belle et Ryu sont donc, malgré eux, emportés dans les tréfonds du donjon, tandis que le groupe tentant de les rattraper tombe nez à nez avec le Monster Rex du 27e étage. Ils ont beau vouloir venir en aide à Belle, il va falloir affronter cette créature et en venir à bout, ce qui ne sera pas chose facile, bien au contraire. Cassandre, toujours prise par sa peur, supplie le groupe de ne pas se mettre en danger. Mais c'est trop difficile avec un groupe si désordonné, et Cassandre manquera de se faire carboniser vif. Quant à Ruhime la sauvera, la laissant elle et Mikoto pour morte. Le monstre est de plus en plus dangereux, et le groupe s'affaiblit peu à peu. Mais personne ne perd espoir, quand Haruhime fait son retour, et Mikoto bloque le monstre, tandis que le reste le dégomme avec Aisha à sa tête, lançant son attaque la plus dévastatrice, tuant le monstre sur le coup. Cependant, rien n'est terminé. Ils sont bloqués et des monstres vont bientôt affluer. Welf se doit d'être la carte maîtresse dans cette situation. En trouvant un minerai très précieux et devant jouer carte sur table en donnant tout ce qu'il a pour forger une arme sur place pour sauver tout le monde. Chose qui est réussite avec brio, grâce aux enseignements et l'amour qu'il porte à sa bien-aimée déesse Héphaïstos. Relation qui n'est pas explicitement montrée dans la série animée, à part peut-être avec 2-3 dialogues où on sait que Welf a un petit faible pour sa déesse, contrairement au roman qui a carrément un arc entier dédié à l'amour que Welf porte à Héphaïstos, et je trouve ça dommage que la série animée ait complètement skippé ce passage-là. D'ailleurs, tous les membres de la Familia ne sont là que pour un moment temporaire, et que Welf continue à s'améliorer en tant que forgeron, non seulement pour Belle et pour ses équipements, puisqu'il y tient particulièrement, mais aussi pour rejoindre l'amour de sa déesse et pour un jour peut-être rejoindre son niveau en tant que Crozzo. Sauf que c'est bien beau, mais ils n'ont aucune idée d'où trouver Belle et Ryu. C'est sans compter sur l'apparition surprise des Xenos, dirigée par Lido, et le retour de la petite Winnie, qui va les guider. Après tous ces moments abrupts, qu'est-ce qui se passe du côté de Belle et Ryu d'ailleurs ? Eh bien c'est très compliqué, les tréfonds sont bien plus dangereux que ce que Belle aurait pu imaginer. En plus d'avoir le Juggernaut à leur trousse, ils doivent trouver un moyen de souffler un peu, avec une Ryu très affaiblie.
Mais il n'y a pas le choix s'ils veulent s'en sortir vivants. Il faut avancer et remonter le plus vite possible. Grâce aux connaissances et aux enseignements de notre jeune elfe, Belle va apprendre à se débrouiller, tant bien que mal, face aux monstres des tréfonds, approfondissant par la même occasion le traumatisme et le passé de Ryu, avec son ancienne familia, la familia d'Astrée. Ils n'ont pas beaucoup de répit, et sont à 2 doigts d'y passer à chaque erreur. Ryu, se sentant comme un fardeau, et refusant de voir ce jeune homme mourir si jeune, va vouloir se sacrifier en détruisant tout retour possible en arrière. Mais ce ne sera pas au goût de Belle, qui, comme dans son habitude, fait son égoïste. L'épisode 20 qui va suivre est sans aucun doute l'un des épisodes les plus difficiles qui m'ait été de regarder de toutes les saisons de Danmachi jusqu'à maintenant, très sérieusement. Nous assistons avec effroi, après tant de flashbacks liés à la familia d'Astrée et l'attachement avec chaque membre envers Ryu, la naissance du Juggernaut et leur entière extermination par celui-ci, donnant la mort à celle que Ryu aimait tant, dans une explosion de sentiments autant visuels que musicales, déchirante et poussant Ryu à devoir quitter sa familia sous un non-regard de sa déesse, excusant ses crimes. Belle arrivera à lui faire comprendre que malgré ce qu'elle se reproche, elle n'a pas toujours eu le tort, elle n'a pas délaissé la justice. Elle a de la bonté en elle, et il faut qu'elle continue de vivre pour sa nouvelle famille, qu'est la fertile maîtresse. Il ne reste donc plus qu'une seule chose à faire, fuir ou l'affronter face à face. Ayant encore évolué, il va sans dire que l'affronter dans ces conditions est trop compliqué, laissant croire qu'aucun de nos 2 amis ne va s'en sortir et que la fin est proche. Cependant, nous sommes au bout du tunnel et Ryu n'a plus le droit de fuir. Elle a maintenant un allié qui comprend ce qu'elle ressent et est poussée vers un nouveau lendemain. Belle et elle dans un final dantesque où Ryu fera ses adieux à ses péchés, détruira la source de ses angoisses et de sa vengeance, dans une ultime présence de ses amis. Tout est bien qui finit bien, dans une saison qui nous aura tenus en haleine durant un bon petit moment. Ryu se retrouve maintenant avec un nouveau sentiment encore difficile à discerner. Un jeune homme qu'elle trouvait immature, avec aucune confiance en lui fait maintenant ressentir une chaleur qu'elle ne comprend pas. Et c'est sur cette note joyeuse que se clôture ce chapitre. Oui, vous l'aurez compris, notre jeune elfe est maintenant une jeune femme amoureuse de notre petit Belle. Leur relation va-t-elle évoluer dans le futur ? Ça, nous le saurons bientôt dans la saison 5 qui arrive au mois d'octobre 2024. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, messieurs, dames. N'hésitez pas à me faire un retour sur les défauts que vous auriez pu avoir vus durant tout au long de ce récit, si vous auriez aimé que je développe un petit peu plus certaines scènes que j'ai éventuellement skippées, et ou si vous voulez peut-être un autre petit truc où j'aurais peut-être dû faire cette vidéo en plusieurs parties plutôt que le faire en une seule grosse vidéo. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que j'aurais pu améliorer, ce que je peux faire d'autre. Si d'ailleurs vous avez des séries à me conseiller que je puisse vous faire des résumés comme ça avec des saisons qui arrivent, etc. Vous souhaitez avoir des petits rappels, ça peut être sympa en tant que concept de vidéo, donc je suis ouvert à toute proposition. En vous remerciant et à la prochaine.